Midi 13h, passez en mode Beccaro sur MFM Radio. Thierry Beccaro cuisine son invité. Et bien voilà, c'est le moment de passer à table. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Et c'est un plaisir de vous retrouver tous les samedis entre midi et 13h. Je cuisine, disons que je mets la main à la pâte. Et puis en général, ça fait un repas plutôt sympathique. Celle qui va déguster dans le bon sens du terme aujourd'hui. Et je suis très très heureux de l'accueillir. Elle va passer 1 heure avec nous, avec vous sur MFM Radio. C'est Lara Fabian. Bonjour Lara. Bonjour Thierry. Quel bonheur de te retrouver. On s'est croisés comme ça de ci, de là, mais on n'a pas vraiment eu l'occasion de discuter vraiment. Et puis là, on se retrouve avec un album, un petit bijou. Les fêtes approchent. Si vous voulez faire un beau cadeau, si vous appréciez Lara Fabian, là vous allez vous régaler. Comment est-ce qu'on peut présenter l'album, Lara ? Un CD, un DVD ? Alors dans l'édition de luxe, effectivement, il y a un CD, un DVD, il y a aussi un très joli coffret qui existe, où il y a même un vinyle et une affiche, enfin il y a pas mal de documents, que ce soit sur l'édition de luxe que sur le coffret, ou sinon pour les gens qui ont un budget un petit peu plus petit, il y a aussi l'album Le Cristal, tout simplement. Que je vous recommande vraiment, parce que ça on va en parler pendant cette émission de l'album. À l'instantané, là, comme ça, comment ça va ? Mais bien. Dans quel état d'esprit es-tu ? Mais un état d'esprit joyeux, de pouvoir proposer et présenter Ma vie dans la tienne, qui est le titre de cet album, qui est un vrai recueil de grandes déclarations, d'une certaine façon, à passer, à transmettre. Quand je dis des déclarations à transmettre, c'est que, en tant que femme, moi c'est vrai que j'ai écrit pour mon mari, pour ma fille, pour ma famille, ma meilleure amie, mais on est tous la fille d'eux, ou l'épouse d'eux, ou l'époux d'eux, ou la meilleure amie, ou le meilleur ami de quelqu'un. Et donc ces déclarations sont des déclarations qu'on peut vraiment se transmettre, qui sont écrites à partir d'un endroit qui est effectivement très personnel, peut-être même un peu sans filtre. Et en même temps, elles nous interconnectent. On vit tous quelque part un peu la même chose. Il y a un avant et un après cet album, j'ai envie de dire. Oui. Ceux qui l'écouteront vont comprendre ce que je veux dire. Il y a combien de temps que tu n'avais pas chanté ? Mais en tout cas, que je n'avais pas plongé dans l'univers de l'écriture, ça faisait au moins 3 ans. Au moins 3 ans, puisque... J'imagine Thierry que tu parles de l'accident d'audition que j'ai eu. Entre autres, oui, parce que je pense que cet accident-là, on en avait parlé avec Chimène Badi qui avait perdu sa voix et qui disait pendant 2-3 ans, j'ai réfléchi, j'ai été obligé de faire autre chose et de construire autre chose. Toi, tu as failli perdre l'audition. Oui. Donc Chimène a perdu sa voix, toi tu as perdu l'audition. Pour une artiste, j'imagine que c'est cataclysmique. Mais c'est vrai que quand on pense problème d'une chanteuse, on pense voix, mais en fait, l'audition, les oreilles, c'est le chemin de la voix. Donc quand on chante, si on ne s'entend pas, d'ailleurs il suffit de faire une très bête expérience, qu'on chante ou pas, mettre ses 2 mains sur les oreilles et essayer de parler. Et vous allez voir ce qui se passe. On est vraiment comme dans une sorte de bulle, de vase clos, on ne s'entend plus, on n'arrive pas à exprimer les choses avec l'expression qu'on voudrait. Et quand on chante, c'est encore plus grave. Puisque vraiment, le chemin de la voix, ce sont les oreilles. Ce qui permet de chanter juste, de dire les choses, d'exprimer les choses avec précision, avec une intention réelle. Si on n'entend pas l'intention que l'on projette, on ne peut pas la livrer. Donc oui, ça a été un silence un peu compliqué. Moi, j'ai perdu complètement l'ouïe. Vraiment, c'était une surdité brusque absolue. Donc je n'entendais vraiment plus rien. J'ai pris 1000 Hertz dans les oreilles. C'est un accident qui s'est produit sur scène. C'est un accident humain. C'est-à-dire c'est une erreur humaine. Voilà, c'est quelqu'un qui a ouvert 2 lignes sur une console qui n'était pas... qu'on n'avait pas la permission d'ouvrir en même temps. Donc ça s'appelle des lignes contiguës. La personne a ouvert ces 2 lignes-là. Voilà, j'ai pris 1000 Hertz, je suis tombée par terre, au revoir, merci, à bientôt. Et on t'annonce Oui, professeur Azoulay a été très très clair, il m'a dit voilà, si tu t'arrêtes pas maintenant tout de suite, c'est terminé, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, au-delà de cette surdité brusque, tu dois t'arrêter. Donc ne plus rien entendre à part une sorte de bruit de fond, ça a été mon décor pendant quelques semaines. Ensuite, tout doucement, les choses se sont apaisées, j'ai commencé des traitements, j'ai fait ce qu'il fallait, ce qu'on m'a prescrit. Et puis, il y a autre chose qui s'est passé. Au-delà de cet accident d'audition et de ce moment où j'ai été plongée dans le silence, moi, j'ai eu le sentiment de vivre une sorte de grand... une sorte de grande opportunité. Je sais que ça va paraître très bizarre, mais moi, j'ai appelé ce problème le cadeau mal emballé. Parce qu'il y a un endroit de ma vie où m'asseoir en silence et réfléchir sans être pollué par quoi que ce soit était impossible. Et étrangement, ce cadeau mal emballé a permis ce moment. Et c'est dans ce moment que Ma vie dans la tienne a pris racine, a pris naissance. C'est dans ce moment que
en récupérant peu à peu l'audition, je décide d'appeler David Gattegno, qui me présente Elodie M, et qui fait qu'on s'assied en studio à partir du mois de mai, il y a déjà plus d'1 an maintenant, 1 an et demi bientôt qu'on se connaît, et qu'on s'assied et qu'on lance tout sur la table, on se dépouille un peu de tout ce qui pourrait être, je dis pas caché, mais en tout cas tout ce qu'on ne s'avoue pas forcément toujours en tant qu'être humain, et on se dit ok, on va écrire un album sans filtre. C'est la partie bonus, on va dire. C'est l'après. Alors tout à coup, tu réfléchis, tu dis comment est-ce que je vais communiquer, parce que ne plus entendre, c'est envisager un autre moyen de communication. Oui. Hein. Par l'écriture peut-être, par tout ça. Eh bien, Ma vie dans la tienne, c'est ce qu'on va écouter. Voilà, D'accord. ça tombe bien, non ? Sur MFM Radio. Et Lara Fabian est avec nous jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, c'est En mode Beccaro sur MFM Radio. Et Ahmed Beccaro est avec Lara Fabian aujourd'hui. Moi, je suis ravi. Un samedi matin entre midi et 13h, voilà, à l'heure où on se repose, on se détend. On est avec Lara, avec Ma vie dans la tienne. Très, très, très bel album. On en reparlera tout à l'heure. MFM Radio est partenaire et soutient ce beau retour de Lara Fabian. Lara Fabian. Voilà, ça c'est ton nom d'artiste. Alors de temps en temps avec les invités, moi je fais un petit retour. Je remonte très, très loin dans le passé. Et puis alors j'ai noté Etterbeek en Belgique. La ville où je suis née. Qu'est-ce qui reste d'Etterbeek aujourd'hui ? Ah, c'est une commune de Bruxelles, une des 19 communes qui existent et qui est. Mais pour toi ? Ah, moi j'y suis simplement née. Moi c'est plus si tu veux, dans mon cœur à moi, c'est plus Bruxelles. Au sens de mon enfance, Etterbeek c'est juste l'hôpital, c'est la commune où il y avait l'hôpital. Et pour toi c'est Bruxelles. Mais pour moi c'est Bruxelles, oui, tout à fait. Bruxelles, et ce qui est incroyable dans la carrière que j'ai pu découvrir comme ça en lisant, c'est la place des pianos-bars. Oui. Et le rôle que ça va jouer dans ta carrière, c'est hallucinant. Ouais, j'ai 14 ans et je dis à mon père que là, il faudrait qu'on essaie, que j'exprime un peu les choses sur scène. Donc il prend sa guitare, il m'a accompagné dans plusieurs cafés-concerts et piano-bars de la Grand Place, du Sablon, qui est l'endroit où se concentrent ces lieux où les gens, le samedi, le vendredi, le dimanche, viennent prendre un verre et écoutent les jeunes nouveaux artistes qui se dévoilent. On a commencé comme ça et c'est dans un de ces bars-là que j'ai rencontré la personne en 88 qui me repère et qui me fait faire l'Eurovision à l'âge de 18 ans. C'est vraiment par là que ça commence. C'est par un piano-bar qui s'appelait le Black Bottom, rue du Lombard, à Bruxelles, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement. Et c'était tenu par Jerry et Montigny, deux garçons français incroyables, un Bordelais et un Parisien, et qui étaient des gens hauts en couleur dans la grande tradition du music-hall français et qui avaient ce bar incroyable dans lequel divers artistes se produisaient tous les week-ends. Et moi, j'allais avec mon papa qui m'accompagnait à la guitare. Et puis plus tard, c'est Victor, le pianiste, qui m'accompagnait. Et un soir, dans ce bar, il y a une dispute, il y a une bagarre, mais à coups de tabouret énorme. Et le soir où ça se produit, il y a ce monsieur qui s'appelait Hubert Regen, qui était le grand patron de RTL à l'époque, qui était un luxembourgeois. Et qui me repère dans la bagarre, parce que moi je me démonte pas, je continue à chanter Somewhere Over the Rainbow. Mais alors je me démonte pas, j'ai 17 ans. Et après la bagarre, il vient me voir, il me fait alors là, il me fait vous avez les reins. Il me dit vu que vous avez tenu durant la bagarre, vous avez les reins pour faire un truc que j'ai envie de vous proposer. Et il me dit vous allez partir faire l'Eurovision en Irlande. Et c'est comme ça que les choses un jour se déclenchent dans ma vie. Entre un mec avec un gros cigare et deux qui se tapent sur la tête avec des tabourets, quoi. Et alors tu connaissais pas cette histoire, hein? Ah non, moi j'en ai les frissons parce que c'est tellement... On parle des pianos-bars, il y a beaucoup d'artistes qui chantent dans les pianos-bars, qui sont peut-être un peu désespérés parfois parce que c'est pas tout à fait la célébrité, on est connu dans le quartier et tout. Hein, Alors, il faut placer les choses dans un contexte. Ça fait partie d'un cheminement qui appartient à une certaine époque. Je veux dire, moi je suis née dans les années 70, je suis née en 70, donc... Dans les années 80, aller dans un piano-bar, c'était la démarche normale. Aujourd'hui, on fait des télécrochets à la télé. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas la même dimension aujourd'hui que ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Mais même si on est dans un piano-bar aujourd'hui et que c'est le choix qu'on fait, en plus de tenter sa chance au travers des télécrochets, non, il ne faut pas perdre espoir. Effectivement, il y a peut-être quelqu'un quelque part qui va créer cet alignement d'étoiles et qui va faire qu'on va vous proposer la chose qui peut changer votre existence. Dublin, l'Eurovision, c'est un coup de massue sur la tête quand même là. Mais j'ai que 18 ans. On est en pleine bagarre quand même, hein, et on te dit voilà, l'Eurovision. Tu dis c'est comme le coup de téléphone, c'est Robert De Niro ou c'est Martin Scorsese, oui, puis moi je suis le pape. Oui, tout à fait. Oui. Et tu finis combien ? 4e.
4e, ce qui n'était pas si mal pour, oui. pour une petite Belge. Et à partir de là, je fais une première incursion sur la scène française. Je fais à l'époque, il y avait la Haie d'honneur avec Jean-Luc Lahaye. Enfin, je viens faire une ou deux choses comme ça. Et puis je pars au Canada. Voilà, je pars au Canada. Je décide d'aller vraiment m'imprégner d'une musique que j'aime, d'un style que j'aime. Et je décide d'aller apprendre. Surtout, je n'ai que 18 ans. Donc, j'ai fini mes études au conservatoire à Bruxelles. J'ai un diplôme en musique, mais et j'ai un diplôme académique aussi, mais je veux dire, le Québec est quand même la terre où la musique, la musique noire et la musique blanche se mélangent et où les influences sont extrêmement portées vers le son et pas forcément vers juste les textes. Mais tu as des attaches au Canada quand tu pars? Non, à ce moment-là, c'est un rêve de môme et à l'époque, Rick Allison, qui était mon partenaire et surtout qui était la personne avec laquelle j'écrivais mes chansons, et moi, on décide on fait ce pari, on part avec 1000 dollars en poche. Et vraiment, on est arrivé avec une valise, 1000 dollars et rien, honnêtement. Donc, j'ai fait une trajectoire, j'allais dire, normale pour les artistes de mon époque. Et en arrivant là-bas, on a commencé les pianos-bars et les cafés-concerts sur place. Et c'est là aussi que je fais une autre grande rencontre de café-concert en café-concert. On va parler de tout ça. Et sur ton passeport, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, mon passeport est canadien, mais enfin, je suis belge aussi, j'ai un peu des deux quand même, pour pas dire des trois en parlant de l'Italie du côté de ma mère. Vous voyez pourquoi c'est bien d'être là le samedi entre midi et 1h, d'écouter en mode Beccaro, parce que voilà, on apprend, on découvre, on a le temps de parler. Voilà, ouais. Avec Lara Fabian aujourd'hui jusqu'à 13h, et on a le temps d'écouter quelqu'un que tu apprécies beaucoup. C'est Stromae. Oui, j'adore ce garçon, je trouve que c'est un pionnier, c'est un inventeur, ça fait du bien. Et écoutez cette chanson, Cancer. En mode Beccaro, la boîte noire à questions sur MFM Radio. Est-ce que je peux vous dire que je me régale personnellement, puisqu'il paraît que je cuisine? J'espère que c'est la même chose pour Lara. On est ensemble avec Lara Fabian jusqu'à 13h. J'espère que vous passez un bon moment. On découvre le nouvel album de Lara Fabian, Ma vie dans la tienne. Et Lara Fabian va découvrir la boîte à questions. Voilà. Et dans cette boîte, il y a des petites questions. Et puis, il y a parfois une question noire. Est-ce que vous avez déjà fait de la chirurgie esthétique? Non, ça me fait peur en fait. Et je sais qu'il va bientôt être l'heure, parce que maman elle a 45 ans, bientôt 46. Donc, mais elle est belle maman. Oh, c'est gentil. Mais j'ai du mal avec l'idée de me faire mettre des aiguilles, de me faire endormir en fait, à des fins d'esthétique. Et puis je reprendrai une expression d'une vieille actrice merveilleuse américaine qui dit « J'en ai tellement sué pour les avoir mes rides, si vous pensez que je vais payer pour qu'on me les enlève ». Et je trouve ça assez joli. C'est sublime, c'est sublime. Je trouve ça assez joli. D'autant plus si moi je peux intervenir dans ce débat. Moi, ce qui m'inquiéterait, c'est le résultat surtout. Je me dis toujours pourvu que... On fige un peu les expressions. Enfin, moi, je trouve qu'il y a certaines actrices, en particulier une fille magnifique comme Nicole Kidman. Si elle est en colère ou elle est joyeuse, c'est difficile de percevoir la différence. Oui. Et c'est dommage. C'est une sorte de... Alors, elle est très belle en photo, certes, mais quand il y a une expression en mouvement, elle est absente. Donc je sais pas. Et puis de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis comme je suis. Tiens, prends donc une autre question. Tiens, serre-toi, puisqu'on est à table. Les réseaux sociaux, pour vous, c'est indispensable, barbant ou accro? C'est indispensable dans mon métier. Divers aspects. Il y a l'aspect déversoir. Il y a des gens qui s'en servent comme des déversoirs. Et puis il y a les artistes qui s'en servent comme un accès sans filtre à leur public. Et moi, c'est ma façon de faire, ma façon d'utiliser les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis que c'est indispensable, c'est que ça me permet de communiquer directement avec ma famille de fans et de pouvoir leur donner des infos régulièrement sur ce qui se passe, parfois même peut-être un peu plus personnel. Et sans rentrer non plus dans des choses trop personnelles, mais voilà, me garder en contact directement avec eux. Donc moi, j'apprécie beaucoup cette opportunité qui nous est donnée aujourd'hui. Une petite question encore, oui. En dehors de la France, dans quel pays pourriez-vous vivre? Alors moi, je ne vis pas en France, pour plein de raisons, parce que d'abord, c'est pas ma racine, premièrement. On choisit toujours un peu ses racines. Je dirais que l'autre pays dans lequel je pourrais vivre, en dehors de celui où je vis, qui est la Belgique, c'est sans conteste le Québec, le Canada. Vraiment, sans aucun doute. Peut-être parce que j'y ai déjà vécu 15 ans, peut-être parce que c'est un peu ma seconde naissance. Moi, j'y suis arrivée à l'âge de 19 ans avec rien. Je l'ai fait et je m'y suis adaptée immédiatement. J'ai trouvé une sorte de paix, d'espace, de lumière que je n'ai vu nulle part ailleurs dans le monde et j'ai voyagé beaucoup. Donc oui, ça serait sûrement le Québec. T'as la volonté de monter une comédie musicale?
Ça serait bien. En fait, je voudrais en écrire une, parce que la montée, ça, c'est un Ouais. métier. Mais l'écrire avec David et Hello, avec lequel je viens de vivre cette expérience incroyable, j'ai une idée très particulière. J'ai déjà écrit le livret d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose dont je rêve. Mais depuis longtemps, c'est un truc qui m'habite depuis très très longtemps. Après, dans la vie, il y a tellement de choses qui se succèdent, ça prend beaucoup de place, l'écriture. C'est quelque chose qui peut durer 1 an, 2 ans, franchement. Donc pour l'instant, je me concentre sur cet album. Mais un jour ou l'autre, oui, je l'écrirai. Alors parlons de David et Hello, parce que pour ceux qui nous écoutent sur MFM Radio, David et Hello, ça va pas leur dire grand-chose. Oui, Et c'est pourtant, ils ont une importance capitale dans cet Ouais. album. Commençons par Hello, Elodie. Élodie M. Alors Élodie M est un auteur, enfin comédienne, et écrivain, elle fait plein de choses. En plus, elle est d'une beauté rare. C'est une fille qui est belle dedans comme dehors, qui a une humilité désarmante et qui est capable d'exprimer les choses non seulement avec intelligence, mais aussi avec une grande profondeur. En fait, elle ne joue pas à être intelligente quand elle écrit. Comme elle l'est profondément, elle se contente juste d'être elle-même. Il y a une vraie écriture de Féminine. femme. Voilà, Oui, ça, tout à c'est... Mais quand on a commencé à écrire ensemble, c'est vrai que... Alors, il y a 2 mondes possibles. Il y a le monde où les femmes se regardent comme elles, comme elles se compétitionnent. Et ça, c'est très malheureux. Et puis, il y a le monde où les femmes se regardent comme elles s'inspirent et s'admirent mutuellement. Et David Gattegno, c'est un grand compositeur et réalisateur qui a écrit sur cet album avec moi aussi. qu'on a connu avec Jonathan. À l'époque, oui. Eh bah, je peux Il en vous a dire fait du que- chemin. Ah là 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 là, c'est impressionnant. Et tout ça, c'est résumé dans quelques photos que vous verrez dans l'édition, qui résument vraiment le bonheur que tu as eu à... Ouais. Mais moi, à j'ai tenu. travailler. Il était très surpris quand ils ont ouvert l'album, tous les deux, que ce soit David ou Élodie, m'ont fait mais c'est beaucoup trop. Tu nous as mis en photo partout. J'ai dit mais c'est parce que pour moi, vous êtes partout sur cet album. Cet album, c'est nous. C'est pas juste moi. Et donc c'est vrai qu'il y a de très jolies photos de David Gattegno, qui juste pour n'en citer que quelques-unes, a écrit parmi les plus grandes chansons de Tina Arena, Natacha Saint-Pierre, Louane. Céline Dion, voilà, c'est un garçon qui a écrit des chansons, Nolwenn, des chansons exceptionnelles pour beaucoup de femmes. Lara, je vais me faire un petit plaisir. On va écouter une chanson de cet album dont on est en train de parler là. Et c'est un album formidable. Et moi, j'ai craqué sur plusieurs chansons, évidemment, mais j'ai craqué sur Ton désir. Ah, c'est la chanson des garçons, ça. C'est la chanson que les garçons préfèrent. Et ben c'est pour moi, Ton désir. Lara Fabian, c'est sur son nouvel album, sur MFM Radio. Jusqu'à 13h, passez en mode Beccaro sur MFM Radio. Ah bah moi je suis ravi d'avoir écouté ce titre. C'est vrai qu'il plaît beaucoup aux garçons, mais moi j'aime aussi la rythmique. J'aime bien quand Lara chante. Voilà, mais on écoutera d'ailleurs, tiens, quand je ne chante pas. Voilà, ça c'est sympa. Chaim est venue ici J'adore Chaim. et elle t'a posé une question. Ah, d'accord. Bonjour Lara, c'est Chaim. Je voulais juste adresser un petit mot, pas une question aujourd'hui, mais juste te dire que tu as représenté beaucoup de choses pour la vie de ma sœur, plus jeune, et donc la mienne. C'est sur tes chansons, notamment sur Je t'aime et surtout, qu'elle a commencé à fredonner et que j'ai, du coup, par son biais, fredonné mes premières notes. Alors voilà, je voulais t'embrasser très fort et belle émission, à bientôt. D'abord, merci, c'est vraiment très gentil, très touchant de sa part. J'avais vu sa tendre et émouvante réaction lors de la parenthèse inattendue. Quand Fred, Frédéric Lopez. Quand Fred lui a posé cette question. Enfin, il pose jamais vraiment de questions, hein, Fred. Il nous met dans une situation où on se dévoile. Et j'avais vraiment été touchée par ce qu'elle avait exprimé à ce moment-là, comment elle l'avait fait. Donc, merci. Le but dans la vie d'un artiste, c'est ça, c'est de toucher les êtres. Et en tout cas, c'est le mien, c'est de me connecter aux autres par le biais de ma musique. C'est de pouvoir signifier quelque chose, être utile en fin de compte. Belle chanson de Julien Clerc. Oui, Utile, magnifique. magnifique. Est-ce que toi, tu as été touché précédemment par d'autres artistes? Barbara Streisand, j'imagine. Oh là là, alors là, c'est difficile. Il faudrait 1 heure d'interview pour que je vous raconte ce qu'elle est pour moi, ce qu'elle représente, comment je suis rentrée en contact avec cette artiste, comment un jour, carrément, je l'ai même rencontrée, elle a même chanté une de mes chansons, comment je me suis retrouvée assise à table avec elle. Enfin, quel parcours incroyable j'ai vécu, alors qu'à 14 ans, je vois Yentl. Donc Yentl, c'est le film dont la musique est écrite juste par Michel Legrand, rappelons-le, un Français.
Papa, Can You Hear Me, A Piece of Sky. Et je me souviens, je sors du cinéma et je n'arrive pas à me ravoir. Je pleure de la sortie du cinéma Galerie de la Reine à Bruxelles, jusque dans la voiture où papa et maman n'arrivent pas à me ravoir. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu as? Je dis, je ne sais pas. Quelque chose qui se passe, qui va au-delà de ce que je peux exprimer, mais je crois que j'ai trouvé la personne qui sera quelque part mon guide, et musicalement, et vocalement, et dans tout ce qu'elle est. Et puis, des années plus tard, je la rencontrerai sur la 42e à New York, chez Orso, qui est un restaurant italien incroyable, par le biais d'un producteur très connu qui s'appelle David Foster, qui me la présentera, et où elle aura écouté Je suis malade, et aura eu envie de s'asseoir à côté de moi et de me poser plein de questions. On aura déjeuné ensemble. Enfin, c'est un moment, là, j'ai 26 ans, quand ça se passe. Et donc, 12 ans auparavant, je prends contact avec cette artiste. Là, je m'assieds avec elle à New York. Et quelques années après, elle me rappelle pour me demander si elle peut avoir les partitions d'une des chansons que j'ai écrites qui s'appelle Broken Vow pour l'interpréter avec un philharmonique. Et par la suite, je la côtoierai encore lors d'un événement très très important aux États-Unis. Bref, ça a été incroyable de pouvoir toucher du doigt une partie d'un rêve et ensuite rentrer en contact avec la réalité qu'était ce rêve pour moi et voir quel être humain il était, quelle intelligence, quelle finesse, quelle femme exceptionnelle. Et puis de vivre un moment aussi incroyable que de l'entendre chanter une chanson que j'avais écrite. Quand j'écoute tout ce que tu racontes depuis le début, depuis notre rencontre, tu n'as pas l'impression quand même qu'on a des anges gardiens comme ça? Oui, qui nous dépassent. Qui nous dépassent. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Parce que revenons au Black Bottom, là où tu fais cette rencontre incroyable pendant une bagarre démente, où tu vas te retrouver à Dublin pour l'Eurovision. Tu pars au Canada, c'est la rencontre avec un pays, avec un peuple, Mais c'est mon premier public, c'est ceux qui me décernent mes premières récompenses, qui achètent mes premiers albums, qui m'accueillent dans les premières radios. Enfin, c'est la première fois de ma vie, c'est quand même vraiment là que ça se passe. Et effectivement, et c'est de là que je reviens habillée de mon manteau canadien, devrais-je dire, vers nous ici, vers l'Europe, vers la France. Et c'est ici que les Français m'accueillent. Et puis toi, tu écoutes régulièrement à la maison. Et puis un jour, la 42e à Broadway, ouais. C'est presque un titre de chanson, hein. Ouais. Être à côté de Barbra Streisand, mais c'est hallucinant. C'est pour ça que je ne regrette pas de passer cette heure avec toi. Bon, on va écouter Shaim, justement, parce que tu as choisi Shaim. Elle a fait une très jolie reprise. Tandem. Ouais. Qui est déjà une chanson sublime et je trouve qu'elle l'a fait admirablement bien. Ah ouais, on va l'écouter sur MFM Radio. Midi 13h, passez en mode Beccaro sur MFM Radio. Thierry Beccaro cuisine son invité. On va passer au dessert, hein, Lara. D'accord. Lara Fabian qui est avec nous. C'est quoi ton dessert préféré? Ah, moi j'ai une tendresse, mais alors là c'est vraiment, c'est pas la madeleine de Proust, mais ça pourrait être les œufs à la neige de ma grand-mère ou le clafoutis aux cerises. Avec, tu sais, la grande guerre, avec ou sans les noyaux. Ah bah oui. Moi je pense qu'il faut laisser les noyaux dans le clafoutis aux cerises. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ah bah oui. Les cerises avec les noyaux, c'est pour ça que vous avez bien fait d'écouter en mode Beccaro avec Lara Fabian. Je vais t'accorder 1 minute. Ok. 1 minute, je vais rien dire. C'est parti. Mais d'abord, je voudrais dire que c'est un bonheur de pouvoir prendre le temps de s'exprimer comme on vient de le faire, de raconter un peu son histoire, d'être face à quelqu'un d'aussi bienveillant que toi, qui permet juste de partager un vrai moment de vie. Et où justement, on n'est pas là pour vendre une salade, mais on est là pour raconter quelque chose qui donnerait envie aux gens de se poser et de se dire, tiens, cette fille, finalement, je la connaissais pas. Elle me raconte un peu de son parcours entre les cafés-concerts, les rencontres qu'elle fait au travers de ses voyages, son accident. Et puis voilà, aujourd'hui, elle revient posée et elle parle de ma vie dans la tienne. Et en fait, ce que je pourrais dire pour ce moment qui est très précieux, parce que c'est rare qu'on ait l'occasion de vivre un moment précieux comme ça, où on peut simplement se raconter en toute simplicité, c'est que ma vie dans la tienne, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Je me suis posée avec David et Elodie, et j'ai raconté des choses qu'on vit tous, qui font de nous une seule et même chose en tant qu'être humain, où dans les moments les plus difficiles, on cherche des repères, et ma vie dans la tienne est le récit de tous les repères que j'ai trouvés dans mon existence, quand ça allait un peu moins fort, quand c'était un peu plus difficile, quand tout d'un coup ma meilleure amie Nathalie s'est dit « Tiens, Lara, ça va pas fort en ce moment, je vais être près d'elle un peu plus fort ». Quand ma fille, du haut de ses 7 ans, avec toute sa sagesse, a décidé de se poser à côté de moi en silence, en comprenant que je pouvais peut-être pas être tout à fait la maman que j'étais d'habitude, mais c'était pas grave, elle m'aimait quand même. Quand mon mari aussi a décidé que c'était l'heure de me soutenir un peu plus fort, mes parents. Et c'est ça, ma vie dans la tienne. Et je pense que quand je vous parle comme ça en ce moment, je suis sûre que vous êtes en train de vous reconnaître
et que vous pensez à vous et à un moment que vous avez vécu dans votre existence, où quelqu'un qui vous était proche a vraiment fait la différence et a vraiment contribué à faire de vous un être meilleur, un être en résilience, en pleine guérison, un être qui, de nouveau, a abordé la vie comme une seconde première chance, comme quelque chose de vraiment savoureux. Et ce que j'ai envie de dire pour terminer, c'est merci à tous ces êtres et merci à ce public qui me soutient et qui fait que ma vie dans la tienne existe aujourd'hui. Alors Lara, d'abord j'ai presque envie de me tenir 1 minute de plus, moi personnellement, parce que je suis très touché par tout ce que tu as exprimé, et tu as fait largement plus d'1 minute, alors que ça te paraissait très compliqué. C'est vrai, j'ai fait beaucoup plus de minutes, je suis désolée. Ah non, c'est bien. 3 minutes, mais 3 minutes de bonheur absolu. Pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment un bonheur. Ce mari, tu en parles, tu viens de l'évoquer, tu en parles dans l'album. Tu m'étonnes que dans mon journal de classe, il y avait écrit bavardage, tu sais, avec 3 petits points d'exclamation. On me donne 1 minute, j'en prends 3. Et tu as eu cette chance, un grand bonheur, de rencontrer Gabriel, un illusionniste. Hein, c'est lui dont on parlait, donc je voulais qu'on le salue. Écoutez bien cette chanson si vous achetez l'album, et vous allez le faire, vous allez vous régaler. Bon, et si on terminait par la première, celle dont on parlait, qui résumait un petit peu tout ça. Quand je ne chante pas. D'accord. Lara, je te remercie infiniment. C'est moi qui te remercie, qui vous remercie tous d'ailleurs de m'avoir accueilli à MFM. Quel bonheur d'être là le samedi entre midi et 1h. J'espère que c'est un bonheur partagé. C'est moi qui cuisinais. L'addition, c'est pour moi. Voilà, ça me fait plaisir. Et je vous retrouve samedi prochain en mode Beccaro sur MFM Radio. Quand je ne chante pas, Lara Fabian.